Un général emmène sa fille muette au parc, et reste bouche bée lorsqu'une femme noire la fait parler pour la première fois. Le parc était baigné par la lumière dorée de l'après-midi lorsque l'impossible s'est produit sous les yeux du général Nicolas Brennan. Sa fille de 6 ans, Emma, qui n'avait pas prononcé un mot depuis 2 ans et demi, venait de murmurer « merci » à une femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Nicolas a senti le monde s'arrêter. La femme noire, âgée d'une 40aine d'années, était agenouillée devant Emma avec un sourire qui rayonnait d'une paix qu'il ne pouvait comprendre. Ses mains délicates tenaient les petites mains de sa fille, et il y avait quelque chose dans ce moment qui défiait toute la logique militaire qu'il connaissait. Je m'appelle Nicolas Brennan. J'ai passé 22 ans à commander des hommes dans des situations où la communication était une question de vie ou de mort. J'ai dirigé des troupes dans 3 conflits internationaux, coordonné des missions où chaque mot transmis par radio pouvait sauver ou condamner des dizaines de vies. J'ai reçu des décorations pour mon courage, ma stratégie et mon leadership sous pression. Mais rien, absolument rien, ne m'avait préparé au silence assourdissant de ma propre fille. Emma n'avait pas parlé depuis l'accident. Le jour où nous avons perdu Sarah. Il y a 2 ans et demi, un mardi matin qui avait commencé comme tous les autres, ma femme Sarah emmenait Emma à l'école lorsqu'un conducteur ivre a décidé que le code de la route ne s'appliquait pas à lui. Le choc a été terrible. Sarah est morte sur le coup. Emma a survécu sans une égratignure, mais quelque chose en elle s'était brisé d'une manière qu'aucun médecin ne pouvait réparer. Le mutisme est venu progressivement. Au début, ce n'était que quelques heures de silence. Puis des jours. Des semaines. Jusqu'à ce que nous réalisions que notre petite fille, qui auparavant chantait des chansons de Disney dans la voiture et posait des questions sans fin sur tout, avait tout simplement cessé. 2 ans et demi de consultation avec les meilleurs spécialistes que l'assurance maladie militaire pouvait offrir. Des neurologues qui effectuaient des examens interminables à la recherche de lésions cérébrales qui n'existaient pas. Des psychologues pour enfants qui remplissaient des cahiers de théorie sur le traumatisme sélectif et le mutisme psychogène. Des orthophonistes qui essayaient des exercices qu'Emma exécutait mécaniquement, mais sans jamais émettre un son. Tous arrivaient à la même conclusion dévastatrice, elle a besoin de temps. Des mots techniques qui ne parvenaient pas à combler le vide qui grandissait entre nous à chaque jour qui passait dans le silence. En tant que général, j'avais l'habitude de résoudre des problèmes. Identifier l'ennemi, élaborer des stratégies, exécuter des plans précis. Mais comment lutter contre un traumatisme qui n'a pas de forme? Comment vaincre un silence qui est devenu le seul langage de la personne la plus importante de votre vie? Ce samedi après-midi-là, j'ai emmené Emma à Riverside Park plus par désespoir que par espoir. C'était notre rituel hebdomadaire. Elle s'asseyait sur la balançoire, regardait les autres enfants jouer en criant et en riant spontanément, et je faisais semblant de lire des rapports militaires tandis que mon cœur se brisait un peu plus. Le parc était moyennement fréquenté. Des familles heureuses étaient dispersées sur les pelouses. Des enfants couraient entre les jeux, des parents poussaient les balançoires tout en discutant de choses banales comme leurs projets pour le week-end et leurs factures à payer. Des choses que j'enviais secrètement. La normalité d'une vie où la communication n'était pas un miracle impossible. Emma était sur sa balançoire préférée, la 3e à gauche, comme toujours. Ses pieds effleuraient à peine le sol, et elle se balançait lentement, observant le monde avec ses grands yeux bruns qui semblaient receler des secrets qu'elle ne pouvait, ou ne voulait, partager. C'est alors qu'elle est apparue. La femme est apparue presque comme si elle avait été envoyée par une force que moi, un homme à la fois discutable après avoir vu trop de cruauté humaine sur les champs de bataille, je ne pouvais nommer. Elle poussait un landau dans lequel dormait un petit enfant, peut-être âgé de 2 ans, et il y avait quelque chose dans sa façon de marcher, délibérément, mais sans précipitation, qui attirait mon attention. Elle portait une robe simple, bleu marine avec de petites fleurs blanches, et ses cheveux étaient attachés en un chignon simple. Elle n'avait rien de particulièrement extraordinaire, si ce n'est une présence qui rayonnait de calme. C'était le genre de personne que, dans une pièce bondée, on remarquerait non pas pour ce qu'elle fait, mais pour la tranquillité qu'elle dégage. Emma était sur la balançoire, comme d'habitude, lorsque la femme a changé de direction et s'est approchée. Pas de moi, mais directement d'elle. J'ai senti mes muscles se crisper. 22 ans d'entraînement militaire ont créé des réflexes automatiques pour protéger ce qui m'appartient. Mais il y avait quelque chose dans son langage corporel qui ne déclenchait pas d'alarme. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui comprend les enfants, avec cette cadence particulière que les mères développent. « Bonjour, petite », dit-elle en arrêtant la poussette à une distance respectueuse et en s'adressant à Emma d'une voix empreinte de cette douceur que seules les vraies mères développent. « Tu as des yeux très intelligents. Je parie que tu vois des choses que les adultes ne voient pas, n'est-ce pas ?» Emma leva les yeux, curieuse. C'était plus qu'elle n'avait jamais montré à un étranger depuis l'accident. D'habitude, elle regardait simplement à travers les gens, comme s'ils étaient des fantômes dans son monde silencieux.
La femme s'agenouilla lentement pour se mettre à la hauteur des yeux d'Emma. Le mouvement était délibéré, respectueux. « Tu sais ce que je pense ?» continua-t-elle, sa voix conservant ce ton maternel et enveloppant. « Je pense que tu as des histoires incroyables à raconter, » dit-elle en touchant légèrement la poitrine d'Emma, juste au-dessus du cœur. « Et quand tu seras prête à les partager, le monde entier voudra les entendre. » J'ai observé Emma assimiler ces mots. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu quelque chose bouger derrière ses yeux. Une reconnaissance, une connexion que j'avais oublié qu'elle était encore capable d'établir. La femme a poursuivi. Parfois, les mots restent coincés quand on ressent des choses très fortes. C'est comme quand on fait un rêve magnifique, mais qu'on n'arrive pas à l'expliquer à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que le rêve n'était pas réel. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Emma a légèrement incliné la tête, ses lèvres se sont entr'ouvertes et elle a murmuré, si bas que je l'ai à peine entendu, « Merci ». Le mot est sorti comme un souffle, fragile comme une bulle de savon, mais pour moi, il a résonné comme un coup de tonnerre qui a ébranlé les fondations de ma réalité. Je me suis levé du banc où j'étais assis, renversant mon téléphone portable et les rapports dans la foulée. Mon cœur battait comme si j'avais couru un marathon. La femme se tourna vers moi, et ses yeux, d'un brun profond, avec les petites rides de ceux qui sourient souvent, rencontrèrent les miens. Elle a parlé, parvins-je à articuler, ma voix plus rauque qu'après avoir crié des ordres sur un champ de bataille. Elle a parlé. La femme a souri, mais pas avec surprise. C'était le sourire de quelqu'un qui avait déjà été témoin de miracles, comme si elle savait que cela allait arriver. Comme si elle avait une connaissance secrète sur la manière d'atteindre les enfants perdus dans des labyrinthes de silence. Elle a toujours parlé, a-t-elle dit doucement en se levant et en remettant en place une mèche de cheveux qui s'était échappée de son chignon. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui savait écouter dans la bonne langue. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez savoir comment cette femme a réussi en 2 minutes ce que des dizaines de professionnels n'ont pas réussi à faire en 2 ans et demi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui va suivre va changer tout ce que vous pensez des relations humaines. Car à ce moment-là, en regardant cet inconnu qui venait de réaliser l'impossible, une question me martelait l'esprit comme une sirène d'urgence. Qui était cette femme? Et pourquoi semblait-elle savoir exactement quelle blessure ma fille portait en elle? Elle a toujours parlé, a dit la femme doucement, elle avait juste besoin de quelqu'un qui sache écouter dans le bon langage. Ces mots m'ont frappé comme des éclats d'obus. Comment une parfaite inconnue pouvait-elle comprendre ma fille mieux que moi, qui passait chaque instant libre à essayer de décoder ses silences? Excusez-moi, ai-je réussi à dire en m'approchant d'elle. Je suis Nicolas, son père. Mes mains tremblaient légèrement, ce qui ne m'était pas arrivé depuis ma première mission au combat. Vous travaillez avec des enfants? Vous êtes thérapeute? Elle secoua la tête, ce sourire mystérieux ne quittant jamais ses lèvres. Je m'appelle Grace. Grace Mitchell. Et non, je ne suis pas thérapeute. Elle se tourna à nouveau vers Emma. Mais je comprends ce que c'est que de garder des mots dans son cœur quand le monde devient trop lourd. Emma la regardait avec une intensité qui m'effrayait. C'était comme si elle reconnaissait quelque chose en Grace que même moi je ne pouvais identifier. Ma fille tendit sa petite main vers le landau où dormait l'enfant. « C'est votre bébé » murmura Emma, et je sentis à nouveau mon monde se réorganiser. 2 phrases en 5 minutes. Plus que ce que j'avais entendu en 2 ans et demi. Grace rit doucement, un son mélodieux qui fit sourire Emma, la fit vraiment sourire. C'est mon petit-fils, Joshua. Il a 2 ans et il parle sans arrêt. Parfois, j'ai l'impression qu'il parle aussi pour moi. Quelque chose dans la façon dont elle dit « parfois » avait du poids. Une histoire derrière les mots que moi, formé à identifier les informations cruciales lors des briefings militaires, j'ai immédiatement reconnu. Emma, continua Grace, je peux te dire un secret. Emma acquiesça, les yeux rivés sur la femme. Quand j'avais à peu près ton âge, j'ai aussi arrêté de parler pendant un certain temps. Non pas parce que je n'avais pas de mots, mais parce que les mots que j'avais étaient trop lourds à porter pour une petite fille. Mon sang se glaça. Cette femme ne faisait pas que parler à ma fille. Elle partageait quelque chose de profondément personnel, comme si elle savait exactement ce qu'Emma avait besoin d'entendre. « Pourquoi as-tu arrêté de parler ?» demanda Emma, d'une voix encore chuchotée, mais claire. Grace regarda ma fille droit dans les yeux. « Parce que j'ai perdu quelqu'un qui m'était très cher. Et pendant un certain temps, j'ai pensé que si je n'en parlais pas, peut-être que la douleur disparaîtrait. » Emma a hoché la tête comme si elle comprenait parfaitement. Et peut-être qu'elle comprenait. « Mais tu sais ce que j'ai découvert ?» a poursuivi Grace. « Les mots ne disparaissent pas. Ils restent à l'intérieur, attendant le bon moment pour sortir. Et quand ils sortent, ils sont encore plus précieux parce qu'ils ont été gardés précieusement. » J'ai observé ma fille assimiler cela. C'était comme regarder une fleur s'épanouir au ralenti. « Tu veux t'asseoir avec moi sur la balancelle ?»
a demandé Grace. On peut se balancer un peu pendant que Joshua dort. Emma m'a regardé, me demandant silencieusement la permission. J'ai acquiescé, encore étourdi par ce dont j'étais témoin. Grace s'est assise sur la balancelle à côté d'Emma, ajustant sa jupe. Tu sais, Emma, ton papa a l'air d'être un homme très fort. Je parie qu'il prend bien soin de toi. Il essaie, a répondu Emma à voix basse, et j'ai senti mon cœur se briser et se recomposer en même temps. Mais il est triste quand je ne parle pas. J'ai dégluti. Sa perception de ma douleur était plus aiguë que je ne l'aurais imaginé. « Et tu ne parles pas parce que… » demanda Grace gentiment. « Parce que si je parle de maman, elle s'éloignera encore plus, » répondit Emma, ses mots sortant dans un filet de voix qui portait toute la logique dévastatrice d'un enfant. Grace cessa de se balancer. « Oh, ma chérie, je peux te dire un autre secret ?» Emma acquiesça. Parler des personnes que nous aimons ne les éloigne pas. En fait, c'est ce qui les garde près de notre cœur. Chaque mot gentil que nous disons à leur sujet, c'est comme allumer une petite bougie pour qu'elle trouve toujours le chemin du retour vers nous. C'était la première fois que quelqu'un expliquait le deuil à ma fille d'une manière qui avait un sens dans son univers. Et cela venait d'une femme que je connaissais depuis 10 minutes. « Comment le savez-vous » ai-je demandé, ma voix plus rauque que je ne le voulais. « Comment savez-vous exactement quoi dire » Grace m'a regardé longuement. « Parce que j'ai déjà été à ta place. Et parce que quelqu'un, il y a longtemps, m'a appris que les mots sont des ponts, pas des murs. »« Qui » ai-je insisté. Elle a hésité, comme si elle se demandait ce qu'elle pouvait révéler. Ma grand-mère. Après avoir perdu mes parents dans un incendie quand j'avais 7 ans. Le silence qui a suivi était lourd. Emma regardait Grace avec une nouvelle compréhension, comme si elle reconnaissait une âme sœur dans la douleur. « Tu vivais ici quand tu étais petite » demandai-je, essayant de rassembler les pièces du puzzle. « J'ai grandi à 3 pâtés de maison d'ici » répondit Grace. « Ce parc, disons qu'il a une valeur sentimentale pour moi. » Quelque chose dans sa voix me fit regarder le parc d'un œil nouveau. C'était comme si elle connaissait chaque arbre, chaque banc, chaque recoin de cet endroit. « Tu viens souvent ici » demandai-je. Grace sourit, mais il y avait quelque chose de mélancolique dans son expression. « Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Il y a exactement 20 ans, j'ai promis à ma grand-mère que je reviendrais ici et que j'aiderais un enfant à retrouver les mots qu'il avait perdus. » Les poils de ma nuque se hérissèrent. 20 ans. C'est une longue histoire, dit-elle en se levant de la balançoire. Joshua commença à bouger dans sa poussette, signe qu'il se réveillait. Emma sauta également de la balançoire. « Tu pars ?»« Pour aujourd'hui, oui. Mais, » dit Grace en me regardant. « Si ton papa est d'accord, on pourrait se retrouver ici demain. J'ai d'autres histoires à te raconter. » Emma se tourna vers moi, les yeux suppliants. C'était la première fois en 2 ans et demi qu'elle montrait qu'elle voulait quelque chose. « S'il te plaît, papa » dit-elle, et mon monde bascula à nouveau. J'acquiesçai, incapable de refuser quoi que ce soit qui puisse ramener ma fille. Grace sourit. « À demain, Emma. Et n'oublie pas, tes mots sont des cadeaux précieux. N'aie pas peur de les partager. » Elle commença à s'éloigner en poussant le chariot, mais quelque chose me poussa à courir après elle. Grace attendait. Elle se retourna. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi exactement 20 ans après? Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle cligna rapidement pour cacher. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma grand-mère. Et parce que j'ai promis que lorsque je trouverais un enfant qui aurait besoin de ces mots, je serais là. Elle s'éloigna avant que je puisse répondre, me laissant là avec plus de questions que de réponses. Mais une chose était sûre, Grace Mitchell n'était pas une inconnue qui était apparue par hasard dans le parc. Et quand je regardais Emma, qui faisait signe à Grace jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue, je sus que notre vie avait changé pour toujours. La question était, étais-je prêt à découvrir qui était vraiment cette femme qui semblait connaître les secrets les plus profonds du cœur de ma fille? Ce soir-là, après avoir couché Emma, et pour la première fois en 2 ans, elle m'a murmuré « Bonne nuit, papa ». J'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis mes années dans les services secrets. J'ai lancé une enquête approfondie sur Grace Mitchell. 22 ans passés à coordonner des opérations de reconnaissance m'ont appris que les coïncidences sont rares. Une femme apparaît au moment précis où ma fille a besoin d'elle. C'est exactement quoi dire et affirme tenir une promesse faite il y a 2 décennies? Ce n'était pas un hasard. C'était le destin ou quelque chose de bien plus complexe. Je me suis assis devant mon ordinateur à 23h47, quand Emma s'est enfin endormie après m'avoir raconté 3 phrases complètes sur sa journée. Un record absolu. Mes doigts ont dansé sur le clavier avec la précision que j'avais acquise en interrogeant des suspects dans des zones de conflit. Grace Mitchell. Environ 40 ans.
a grandi à 3 pâtés de maison de Riverside Park. Elle a perdu ses parents dans un incendie à l'âge de 7 ans. Les premiers résultats étaient maigres, mais suffisants pour confirmer qu'elle ne mentait pas. Les archives de journaux de 1991 faisaient état d'une tragédie qui avait bouleversé le quartier. Un incendie dans une maison de Maple Street avait fait 2 morts, Margaret et Robert Mitchell, et laissé une orpheline de 7 ans à la charge de sa grand-mère maternelle. Mais c'est en approfondissant mes recherches que j'ai découvert quelque chose qui m'a glacé le sang. Grace travaille à l'hôpital pour enfants métropolitains en tant que thérapeute occupationnelle spécialisée dans les enfants ayant subi des traumatismes graves. 15 ans d'expérience. Des centaines de cas documentés. Et un taux de réussite qui défiait toutes les statistiques médicales conventionnelles. Elle avait menti sur son métier de thérapeute. Mon esprit militaire a immédiatement envisagé les possibilités les plus sombres. Qui était vraiment cette femme? Pourquoi s'était-elle approchée de ma fille en particulier? Comment savait-elle que nous serions au parc aujourd'hui? J'ai continué à enquêter jusqu'à 3 heures du matin. J'ai découvert que Grace avait perdu sa grand-mère, Rose Mitchell, exactement 20 ans auparavant, le même jour. La nécrologie mentionnait que Rose était une figure bien aimée de la communauté, connue pour aider les enfants en difficulté. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est une découverte dans les dossiers de l'hôpital. Grace avait demandé un congé médical d'urgence la veille, invoquant des problèmes familiaux urgents. Elle avait tout planifié. Elle n'était pas au parc par hasard. Elle me traquait. Dimanche matin, quand Emma s'est réveillée et m'a immédiatement demandé « On va voir Grace aujourd'hui ». J'avais déjà pris ma décision. J'irai à la rencontre, mais cette fois-ci en tant que général Nicolas Brennan, et non en tant que père désespéré. Je suis arrivé au parc 15 minutes avant l'heure prévue, me positionnant stratégiquement près de l'aire de jeu avec une vue complète de la zone. Emma jouait sur le toboggan en chantonnant doucement. Un autre miracle qui me laissait encore étourdi. Grace est arrivée à l'heure, mais cette fois sans la poussette. Elle portait un jean et un simple t-shirt blanc, les cheveux lâchés, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle savait que je savais. « Général Brennan », dit-elle en s'approchant. « Pas Nicolas. »« Général. J'imaginais que vous alliez enquêter. » Je sentis mes muscles se crisper. « Qui êtes-vous vraiment, Grace? Et que voulez-vous à ma fille ?» Elle regarda Emma, qui courut vers nous en criant « Grace », avec une joie que je n'avais pas vue depuis des années. « Je peux tout vous expliquer. Mais d'abord, vous devez comprendre que tout ce que j'ai fait, c'était pour son bien. Vous avez menti en disant que vous n'étiez pas thérapeute. »« J'ai menti, » admit-elle sans hésiter. « Parce que si je vous avais dit la vérité hier, vous auriez érigé des barrières. Vous auriez vu mon approche comme une manipulation professionnelle, et non comme une véritable connexion. » Emma nous rejoignit et serra les jambes de Grace dans ses bras. « Tu as amené Joshua. »« Il est avec son grand-père aujourd'hui, » répondit Grace en caressant les cheveux d'Emma. « Je pensais que nous pourrions discuter davantage. »« Grace, dis-je, ma voix empreinte de toute l'autorité militaire dont j'étais capable. J'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Maintenant. » Elle acquiesça, mais ses yeux ne quittèrent pas Emma. « Il y a 6 mois, j'ai reçu un cas à l'hôpital qui m'a bouleversé. Un enfant de 5 ans, un traumatisme similaire à celui d'Emma, mutisme complet après avoir perdu sa mère. J'ai essayé toutes les techniques conventionnelles. Rien n'a fonctionné. » Emma s'était assise dans l'herbe, rangeant des cailloux en rangée, mais elle écoutait clairement notre conversation. « Continue, » ai-je dit. Une nuit d'insomnie, je suis retourné dans les journaux intimes de ma grand-mère. Elle y consignait tous les cas d'enfants qu'elle avait aidés au cours de ses 40 années de carrière. Et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Des descriptions des méthodes qu'elle utilisait, basées non pas sur la psychologie formelle, mais sur une sagesse ancestrale sur la manière d'atteindre les âmes blessées. Grace s'est agenouillée à côté d'Emma, qui lui a immédiatement tendu un petit caillou. J'ai essayé ces techniques avec l'enfant de l'hôpital. En 2 semaines, il parlait. En 1 mois, il riait. Ses camarades étaient stupéfaits, mais je savais que j'avais découvert quelque chose de révolutionnaire. « Et comment cela vous a-t-il amené jusqu'à nous ?» demandai-je, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse. Grace prit une profonde inspiration. Parce que dans les journaux intimes de ma grand-mère, il y avait une prophétie. Une promesse qu'elle m'avait fait faire quand j'avais 16 ans et qu'elle était en train de mourir d'un cancer. Emma cessa de jouer avec les cailloux et regarda Grace droit dans les yeux. « Quelle promesse ?» demandai-je, même si je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. « Que le jour du 20e anniversaire de sa mort, je reviendrai dans ce parc et que j'y trouverai un enfant ayant subi un traumatisme similaire au mien. Une petite fille qui avait perdu sa mère et gardé ses paroles dans son cœur. Et que j'utiliserai tout ce qu'elle m'avait appris pour rendre la voix de cet enfant au monde. » Le silence qui suivit fut absolu.
Emma regardait Grace comme si elle voyait un ange. Je regardais Grace comme si je voyais un fantôme. Tu es en train de me dire, ai-je réussi à articuler, que ta grand-mère décédée a prédit l'existence de ma fille il y a 20 ans. Grace a souri, mais elle avait les larmes aux yeux. Je suis en train de te dire que certaines connexions transcendent toute explication logique. Et qu'Emma n'est pas seulement une enfant qui a besoin d'aide. C'est l'enfant que j'ai promis d'aider. Emma s'est levée et s'est approchée de moi. « Papa », dit-elle d'une voix claire et déterminée, « je crois que Grace est venue nous sauver. » À ce moment-là, en regardant ma fille qui parlait comme si elle n'avait jamais cessé de parler, et la femme qui affirmait avoir été envoyée par une morte pour nous trouver, je compris que j'avais un choix crucial à faire. Accepter l'impossible ou lutter contre le miracle qui était en train de transformer notre vie. Mais la vérité sur Grace Mitchell était encore plus complexe que je ne l'imaginais, et ce qu'elle était sur le point de me révéler allait changer non seulement notre famille, mais aussi ma vision même du destin. Lorsque les miracles semblent trop beaux pour être vrais, c'est parfois parce qu'ils recèlent des secrets qui peuvent tout détruire. Emma n'est pas seulement une enfant qui a besoin d'aide. C'est l'enfant que j'ai promis d'aider. Les mots de Grace résonnaient dans mon esprit, tandis que je regardais ma fille parler avec un naturel qui me brisait et me guérissait à la fois. Mais il y avait quelque chose que Grace ne me disait pas. 22 ans d'opération militaire m'avaient appris à reconnaître quand quelqu'un omettait des informations cruciales. Grace, dis-je d'une voix empreinte de toute l'autorité que j'avais acquise en commandant des troupes, cette histoire de prophétie est belle, mais elle n'explique pas comment tu savais que nous serions exactement dans ce parc, à cette date et à cette heure. Elle hésita pendant une fraction de seconde. Suffisamment longtemps pour confirmer mes soupçons. « Tu as enquêté sur moi, » répondit-elle, « maintenant, c'est mon tour. » Emma était absorbée dans la construction d'une tour avec des feuilles séchées, fredonnant une chanson que j'ai reconnue comme étant l'une des préférées de Sarah. Mon estomac s'est noué. « Que veux-tu dire » Grace s'approcha de moi et baissa la voix. « Le général Nicolas Brennan. Il a perdu sa femme Sarah dans un accident il y a 2 ans et demi. Emma a développé un mutisme sélectif après le traumatisme. Vous avez essayé 17 professionnels différents. Aucun n'a obtenu de résultat. Ma mâchoire se crispa. Cela figure dans le dossier médical. N'importe quel thérapeute aurait pu y avoir accès. Sarah Marie Brennan, continua Grace, et mon sang se glaça. Professeur d'art. Bénévole dans des projets communautaires. Et elle marqua une pause dramatique. Elle venait dans ce parc tous les mardis avec Emma avant l'accident. Comment le savait-elle ? Cette information ne figurait dans aucun dossier médical. Impossible, murmurai-je. Grace sortit son téléphone de sa poche et me montra une photo qui fit s'écrouler mon monde. Sarah poussait Emma sur la balançoire, toutes deux riant, dans ce même parc. La photo datait de 6 mois avant l'accident. Comment as-tu eu ça ? Parce que, a répondu Grace en prenant une profonde inspiration, ma grand-mère n'est pas morte il y a 20 ans. Elle est morte il y a 3 mois. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Tu m'as menti sur tout. J'ai menti sur la date de sa mort. Je n'ai pas menti sur la promesse. Grace rangea son téléphone portable. Grand-mère Rose a passé ces dernières années à documenter les familles en situation de traumatisme dans le quartier. Elle avait des dizaines de photos, d'histoires, d'observations sur des enfants qui avaient besoin d'une aide particulière. Emma nous regarda, sentant la tension. « Pourquoi parlez-vous si bas ?»« On parle juste de choses d'adultes, ma chérie. » répondit Grace avec un naturel étudié. Mon esprit militaire traitait l'information à toute vitesse. Ta grand-mère nous observait. Elle nous étudiait. Elle observait tout le monde, confirma Grace. Elle était obsédée par l'idée d'aider les enfants traumatisés. Quand elle a su qu'elle allait mourir, elle m'a fait promettre de poursuivre son travail. Et Emma était une cible ? Grace me regarda droit dans les yeux. Emma était une mission. Le mot « mission » m'a frappé comme un coup de poing. Je connaissais bien le poids de ce mot. Les missions avaient des objectifs, des stratégies, des résultats attendus. Quel est le véritable objectif, Grace ? Elle a regardé Emma, qui chantait maintenant plus fort, complètement à l'aise. Prouver que les méthodes de ma grand-mère peuvent révolutionner le traitement des traumatismes infantiles. Emma est le cas idéal pour démontrer leur efficacité. Vous utilisez ma fille comme cobaye. Je sauve votre fille, répliqua Grace, sa voix perdant enfin toute sa douceur artificielle. Et je documente chaque étape afin que nous puissions aider des milliers d'autres enfants. Je sentis la colère monter en moi comme de la lave. Comment ça, vous documentez ? Grace hésita à nouveau. Des enregistrements audio. Des notes détaillées. Un protocole de recherche approuvé par le comité d'éthique de l'hôpital. Vous enregistrez nos conversations. Je le faisais, admit-elle.
Jusqu'à ce qu'Emma commence à parler. Maintenant, c'est différent. Mon esprit revint sur tous les moments intimes des 2 derniers jours. Les premiers mots d'Emma. Ses révélations sur Sarah. Nos larmes. Tout catalogué comme données de recherche. Où sont les enregistrements? Grace sortit un petit appareil de sa poche. Ici. Mais général. Elle me tendit l'appareil. Vous pouvez les garder. Vous pouvez tout effacer. Parce que maintenant, c'est plus important que n'importe quelle recherche. Je pris l'appareil, sentant son poids insignifiant qui contenait des moments monumentaux de notre vie. Qu'est-ce qui a changé? Grace regarda Emma, qui chantait maintenant à voix haute, sa voix claire remplissant l'air comme une musique céleste. Elle ne fait pas que parler. Elle s'épanouit. Et moi? Grace déglutit. Je suis tombée amoureuse de vous deux. Cette confession m'a frappée comme une grenade émotionnelle. Emma me rappelle moi quand j'étais enfant, a poursuivi Grace. Et toi? Tu me rappelles qu'il existe encore des hommes qui se battent pour leur famille même quand le monde s'écroule. J'ai regardé ma fille, rayonnante d'un bonheur que j'avais oublié qu'elle possédait. Puis j'ai regardé Grace, vulnérable d'une manière qui contrastait totalement avec la femme calculatrice que j'avais découverte quelques minutes auparavant. Alors, quel est le plan maintenant? Ai-je demandé. Grace sourit, cette fois sincèrement. Je n'ai plus de plan. Seulement de l'espoir. Et si vous suivez ce rebondissement émotionnel et que vous voulez découvrir comment cette histoire d'amour, de tromperie et de rédemption se termine, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car ce qui va suivre va remettre en question tout ce que vous croyez sur les secondes chances. Emma s'est approchée de nous, ses petites mains tenant une couronne de feuilles qu'elle avait créée. Grace, a-t-elle dit en posant la couronne sur la tête de la femme qui avait changé notre vie, tu vas être notre famille maintenant. Et à ce moment-là, en regardant Grace porter la couronne de feuilles comme une tiare royale, et Emma attendant une réponse qui allait définir notre avenir, j'ai réalisé que la véritable bataille n'avait même pas encore commencé. Car accepter Grace signifiait accepter que notre famille avait été construite sur des mensonges. Mais la rejeter signifiait perdre la seule personne qui avait réussi à ramener ma fille à la vie. Et la décision que j'allais prendre allait non seulement changer nos vies, mais aussi tester les limites de ce qu'un père est prêt à faire pour protéger le bonheur de sa fille. Quand vous découvrez que le mensonge le plus dévastateur peut cacher la vérité la plus rédemptrice. Grace, tu vas faire partie de notre famille maintenant. La question d'Emma flottait dans l'air comme un verdict attendu. Grace me regardait, les yeux remplis de larmes qu'elle n'essayait plus de cacher, portant sa couronne de feuilles comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. J'avais 2 options, protéger ma fille des mensonges ou la protéger de la perte de celle qui avait rendu sa voix au monde. Emma, dis-je en m'agenouillant à côté d'elle, Grace doit nous dire une dernière vérité avant que nous répondions à cette question. Grace pâlit. Nicolas. Non, l'interrompis-je, ma voix chargée de toute l'autorité militaire dont j'étais capable. Assez de demi-vérité. Emma mérite de savoir qui tu es vraiment. Je pris l'enregistreur que Grace m'avait tendu et le posai entre nous. Je veux que tu dises à Emma, ici et maintenant, devant l'appareil, pourquoi tu t'es vraiment rapproché de nous. Grace regarda Emma, puis moi, et enfin l'appareil. Ses mains tremblaient. Emma, commença-t-elle, la voix brisée, tu te souviens quand je t'ai dit que j'avais arrêté de parler après avoir perdu des personnes qui m'étaient chères? Emma acquiesça, le visage grave comme seuls les enfants savent l'être lorsqu'ils sentent qu'il se passe quelque chose d'important. Eh bien, ce ne sont pas seulement mes parents que j'ai perdus, a poursuivi Grace, les larmes coulant maintenant librement. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma fille de 6 ans. Elle s'appelait Lily. Le monde s'est arrêté. Comment? Ai-je réussi à articuler? Grace a pris une profonde inspiration, comme si elle se préparait à sauter d'une falaise. Cancer. Leucémie. 2 ans de traitement, d'opération, de chimiothérapie. Et à la fin, sa voix s'est brisée. Je l'ai perdue. Emma s'est approchée de Grace et lui a gentiment pris la main. Tu étais aussi triste que moi? Très triste, ma chérie. Tellement triste que j'ai cessé de vouloir aider les autres enfants. J'ai cessé de vouloir vivre. Je sentis mon estomac se nouer. La recherche, le protocole de l'hôpital. C'est réel, confirma Grace. Mais ce n'est pas pour prouver les méthodes de ma grand-mère. C'est pour créer un centre de traitement en mémoire de Lily. Un endroit où des enfants comme Emma pourront retrouver leur voix. Elle sortit une photo froissée de son portefeuille. Une petite fille aux cheveux bouclés, un immense sourire, dans les bras de Grace dans un parc que je reconnus immédiatement. Ce parc, murmurai-je. C'était le préféré de Lily. Elle adorait cette balançoire où Emma était assise le premier jour. Grace désigna la 3e balançoire à gauche. Au cours des derniers mois de sa vie,
C'était le seul endroit où elle pouvait encore sourire. Emma regarda la balançoire, puis la photo, puis Grace. Lily est au ciel avec ma maman? Grace s'acquiesça en sanglotant. Je pense que oui, ma chérie. Alors elles sont amies maintenant, dit Emma avec la logique simple propre aux enfants. Et c'est pour ça que tu es venue nous aider. Parce que Lily l'a demandé à maman. La déclaration d'Emma m'a frappé comme un coup de tonnerre. Grace regardait ma fille comme si elle venait de résoudre le mystère de l'univers. Grace, ai-je dit, ma colère se transformant en quelque chose que je ne pouvais pas nommer, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça dès le début? Parce que, répondit-elle en s'essuyant le visage avec le dos de la main, quand on perd un enfant, le monde vous regarde avec pitié. On vous traite comme si vous étiez brisé. Je voulais qu'Emma me voie comme quelqu'un de fort, pas comme quelqu'un de détruit. Emma lâcha la main de Grace et vint vers moi. Papa, dit-elle d'une voix cristalline, Grace n'est pas brisée. Elle est blessée, comme nous. À ce moment-là, en regardant ma fille de 6 ans faire preuve d'une sagesse qui m'humiliait, j'ai compris que j'étais face à un choix qui allait déterminer non seulement notre avenir, mais aussi qui j'étais en tant qu'homme. J'ai pris l'enregistreur, et sans quitter Grace des yeux, je l'ai laissé tomber par terre et j'ai marché dessus jusqu'à ce qu'il soit complètement détruit. Il n'y a plus d'enregistrement, ai-je dit. Il n'y a plus de recherche. Il n'y a que 3 personnes qui ont perdu ceux qu'elles aimaient et qui, peut-être, peuvent s'aider mutuellement à retrouver le chemin du retour. Grace me regardait, incrédule. Nicolas. Emma a raison, ai-je poursuivi. Tu n'es pas brisé. Et nous non plus. Nous sommes juste, incomplets. Seuls. J'ai tendu la main à Grace. Alors, si la proposition tient toujours, voudrais-tu essayer de fonder une famille avec 2 personnes qui comprennent exactement ce que signifie tout perdre? Grace a regardé ma main tendue, puis Emma, qui sautait de joie à côté de nous. Mais si ça ne marche pas, a-t-elle murmuré. Et si je ne sais pas comment faire partie d'une famille à nouveau? Emma a enlacé les jambes de Grace. Personne ne le sait, a-t-elle répondu avec la simplicité bouleversante de l'enfance. Mais on apprendra ensemble. Grace a accepté ma main, et lorsque nos doigts se sont touchés, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis 2 ans et demi, un véritable espoir. Alors c'est décidé, ai-je dit en serrant Grace contre moi. Nous sommes officiellement la famille la plus bizarre du monde. Emma a crié de joie et s'est mise à courir en rond autour de nous. Il faut le dire à tout le monde. Il faut le dire à Lily et à maman. Grace a ri à travers ses larmes. Comment on fait ça? Emma a arrêté de courir et nous a regardés comme si la réponse était évidente. En criant vers le ciel, bien sûr. Et là, au milieu d'un parc où 2 femmes décédées avaient comploté pour nous réunir, 3 personnes brisées ont levé les yeux vers le ciel et ont crié leur amour et leur gratitude à ceux qu'elles ne pouvaient plus serrer dans leurs bras, mais qu'elles n'arrêteraient jamais d'aimer. Mais notre histoire était loin d'être terminée. Car lorsque vous construisez une famille sur les décombres de pertes dévastatrices, chaque jour devient une nouvelle occasion de prouver que l'amour est plus fort que n'importe quelle tragédie. Et ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi a mis cette conviction à l'épreuve d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. 6 mois plus tard, dans le même parc où tout avait commencé, Emma a couru à travers la pelouse en criant « Papa, Grace, regardez !» tout en brandissant un petit trophée doré. Sa voix résonnait dans Riverside Park avec une joie qui me faisait encore m'arrêter et remercier silencieusement chaque fois que je l'entendais. Première place au concours de rédaction de l'école, a-t-elle annoncé, essoufflée. J'ai écrit sur notre famille folle. Grace rit, ce son mélodieux qui est devenu la bande originale de notre nouvelle vie. Une famille folle? C'est méchant. Mais c'est vrai, protesta Emma en serrant dans ses bras les 2 personnes qui étaient devenues son univers. Combien de familles connaissez-vous qui se sont formées parce que 2 personnes au ciel ont fait un plan? Je regardais Grace, qui portait une simple robe bleue et souriait d'une manière qui ne craignait plus jamais d'afficher son bonheur. 6 mois plus tôt, nous étions 3 étrangers unis par la douleur. Aujourd'hui, nous étions une famille unie par le choix conscient d'aimer malgré les cicatrices. Les premiers mois n'ont pas été faciles. Grace a passé des semaines à se demander si elle méritait une seconde chance au bonheur après avoir perdu Lily. J'ai lutté contre la culpabilité d'avoir remplacé Sarah par quelqu'un de nouveau. Emma faisait des cauchemars dans lesquels elle pensait que Grace allait disparaître comme sa mère avait disparu. Mais chaque obstacle est devenu une occasion de prouver notre engagement l'un envers l'autre. Quand Grace se réveillait en pleurant au milieu de la nuit, appelant Lily, Emma et moi lui préparions un chocolat chaud et lui racontions des histoires jusqu'à ce qu'elle retrouve le sourire. Quand j'avais des flashbacks des derniers mots que j'avais dit à Sarah avant l'accident, Grace me tenait la main et me rappelait que l'amour n'est pas une question de mots parfaits, mais d'intentions sincères.
Et quand Emma paniquait à l'idée que notre nouvelle famille était trop fragile pour durer, Grace et moi nous asseyions avec elle, élaborions des plans détaillés pour les années à venir. Vacances, anniversaires, remise de diplôme, lui prouvant que nous n'allions nulle part. Tu sais, a dit Grace en s'asseyant sur le banc où tout avait commencé, ton essai m'a rappelé quelque chose que ma grand-mère disait souvent. Emma a couru vers elle, curieuse. Quoi? Que les meilleures familles ne sont pas celles liées par le sang, mais celles que l'on choisit. Et que les personnes les plus spéciales entrent dans notre vie exactement quand nous en avons besoin, pas quand nous les attendons. Je me suis assis à côté de Grace, Emma entre nous, et j'ai regardé autour du parc. 6 mois plus tôt, j'étais un général brisé qui regardait sa fille se faner en silence. Aujourd'hui, j'étais un homme qui avait appris que la véritable force ne vient pas du fait de commander des troupes, mais de construire des ponts entre des cœurs blessés. Grace, dit Emma en jouant avec le trophée, tu crois que Lily et maman sont heureuses quand elles nous voient ensemble? Grace leva les yeux vers le ciel, où des nuages roses se mêlaient au coucher du soleil. Je pense qu'elles sont très fières de nous trois. Surtout de toi, qui as eu le courage d'ouvrir ton cœur pour aimer à nouveau. Et de vous deux, ajouta Emma avec une sagesse qui ne cessait de m'étonner, qui avez eu le courage de me laisser vous aimer aussi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la véritable transformation qui s'était opérée. Emma n'avait pas seulement retrouvé sa voix, elle était devenue l'âme de notre famille. Grace n'avait pas seulement surmonté la perte de Lily, elle avait découvert que le cœur avait une capacité infinie d'aimer à nouveau. Et je n'avais pas seulement trouvé une nouvelle compagne, j'avais appris que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais la plus grande preuve de force qu'un homme puisse offrir. Papa, dit Emma, soudain sérieuse, je peux te poser une question importante. Bien sûr, ma princesse. Quand est-ce que toi et Grace allez vous marier? Grace s'étouffa avec l'eau qu'elle buvait. Je sentis mon visage s'empourprer. Emma, protesta Grace en riant. Quoi? Vous vous aimez, nous sommes une famille, et je veux être demoiselle d'honneur. Je regardais Grace, qui me regardait en retour avec cette expression qui signifiait « et maintenant ». 6 mois plus tôt, l'idée de me remarier était impensable. Aujourd'hui, en regardant la femme qui avait redonné la lumière à ma fille et appris à mon cœur à aimer sans crainte, la question n'était pas de si, mais quand. Eh bien, ai-je dit en sortant de ma poche une petite boîte que je transportais depuis 3 semaines en attendant le bon moment, que diriez-vous de maintenant? Grace a couvert sa bouche de ses mains. Emma a crié de joie. Et là, dans le parc où une femme mystérieuse avait murmuré des mots magiques à une enfant silencieuse, je me suis agenouillé et j'ai offert mon cœur tout entier. Grace Mitchell, ai-je dit, la voix ferme malgré ma nervosité, acceptez-vous d'épouser un général à la retraite et d'être la belle-mère officielle de l'enfant la plus sage du monde? Oui, s'est-elle écriée avant même de voir la bague. Oui, oui, 1000 fois oui. Emma dansait autour de nous pendant que je passais la bague au doigt de Grace. D'autres familles dans le parc se sont arrêtées pour applaudir. Et au milieu de toute cette joie, j'ai senti une présence douce, comme si Sarah et Lily étaient là, souriant et bénissant l'amour qui était né des cendres de la perte. 2 ans plus tard, quand Emma a eu 8 ans et a eu une petite sœur prénommée Hope, elle a prononcé un discours d'anniversaire que je n'oublierai jamais. Certaines personnes pensent que les familles brisées ne peuvent pas être réparées. Mais la vérité, c'est que parfois, il faut casser pour découvrir comment les morceaux s'assemblent mieux. Ma famille est la preuve que l'amour trouve toujours un moyen. Et aujourd'hui, chaque fois que je passe par Riverside Park avec ma femme Grace et nos 2 filles, je me souviens que les plus beaux miracles se produisent lorsque nous cessons de chercher des réponses et commençons à accepter les mystères. Que la guérison ne vient pas de l'oubli de ceux que nous avons perdus, mais de l'honneur que nous rendons à leur mémoire en aimant ceux que nous avons trouvés. Si cette histoire vous a touché et vous a fait croire que les secondes chances existent pour ceux qui ont le courage de les accepter, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires qui prouvent que l'amour triomphe toujours, car au final, ce sont ces liens humains authentiques qui rendent la vie vraiment extraordinaire. Parce que parfois, le destin doit bouleverser nos plans initiaux pour nous offrir quelque chose de bien plus grand que nous n'aurions jamais osé imaginer.